Bonsoir, merci une nouvelle fois de l'invitation dans ce cadre. De fait, je vais parler un tout petit peu à côté du cœur du sujet, puisque je ne vais pas beaucoup vous parler d'Alzheimer. Par contre, je vais vous parler de mesures qui, de fait, concernent une partie des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, à savoir des mesures de protection. Et plus généralement, je vais essayer de mettre en perspective cet enjeu de la protection dans une société qui, à la fois, a le souci de valoriser l'autonomie individuelle, l'autonomie des personnes, et à la fois le souci de prendre soin des vulnérabilités. Donc, je vais m'interroger en fait avec vous un tout petit peu sur un phénomène social assez majeur qui est resté inaperçu pendant plusieurs années et puis qui depuis 2007, depuis une loi, est un peu plus discuté, à savoir c'est l'augmentation du nombre de personnes placées sous mesures juridiques de protection, donc principalement tutelle et curatelle. Simplement pour souligner l'importance de cette augmentation, il me semble c'est intéressant de rappeler qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, à la veille des années 70, en 68, au moment d'une réforme, il y avait quelques centaines de personnes qui faisaient l'objet d'une mesure de protection. Aujourd'hui, c'est près d'1 million de personnes. On est passé de quelques centaines, moins d'un millier, à plus d'1 million. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on a de plus en plus recours à ce dispositif de droit civil? C'est un phénomène, bien sûr, qui concerne la France, qui ne concerne pas uniquement la France, qui concerne la plupart des pays, en tout cas européens, anglo-saxons, et donc qui se traduit, bien sûr, par des réformes législatives. Une telle, disons, l'ampleur du phénomène implique, bien sûr, une adaptation un petit peu du droit. Donc, au-delà de cette augmentation concrète des mesures de protection, ce qu'il m'intéresse d'interroger un petit peu avec vous, c'est de comprendre quelle place elle joue aujourd'hui socialement. Et pour cela, je vais essayer de montrer l'équivocité de ce terme de protection. Il renvoie, on va le voir aussi bien sûr, à toute la sémantique de la protection sociale d'un côté. Les mesures civiles de protection renvoient à un autre univers. Comment ces deux univers, celui de la protection sociale, celui des mesures civiles de protection ou des droits spécifiques relatifs par exemple à la psychiatrie, qui utilise aussi le terme de protection de la personne, comment ces termes s'articulent aujourd'hui. Et je ferai d'ailleurs un petit peu l'hypothèse que si aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes concernées par ces mesures de protection, c'est parce qu'il y a sans doute une forme d'articulation, une forme d'imbrication nouvelle entre la signification que je qualifierais plutôt civile de la protection et la signification plutôt sociale. Alors, je vais prendre un petit moment pour décliner un peu ces deux termes, protection plutôt dans un sens civil et protection plutôt dans un sens social. Et puis après, je ferai quelques hypothèses sur finalement ce phénomène, quelques critères qui peuvent expliquer ce phénomène social d'un recours de plus en plus massif à la protection. Et puis je terminerai sur les caractéristiques des évolutions législatives récentes et des enjeux en termes d'action publique de ces évolutions législatives qui concernent tout spécifiquement aussi, bien sûr, mais pas seulement les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer et par leurs proches. Alors, deux types de protection historiquement. J'ai envie de dire les protections de droit privé. La protection tutélaire, c'est celle de 1804 et c'est la protection envers des vulnérabilités traditionnelles, classiques, c'est-à-dire que le Code civil prévoit que nos maladies, nos handicaps, etc., ils doivent être pris en charge, ils doivent être protégés au sein même de la famille, mais que la famille ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, il y a des mesures spécifiques d'interdiction à l'époque de conseils de famille qui sont là pour permettre
une vérification, un contrôle de la justice sur ce qui se passe quand on prend soin des personnes. Alors, il me semble intéressant juste de souligner qu'à l'époque, on dit que la protection, c'est utiliser les revenus de la personne pour prendre soin, pour adoucir le sort et favoriser la guérison, hein, la définition de la protection à ce moment-là. Cette protection civile, assez rapidement, bien sûr, elle est insuffisante, puisque pour toutes les personnes qui sont en difficulté sociale, il faut d'autres formes de protection. Il faut que la collectivité publique mette la main à la pâte, donc va s'organiser progressivement, et je ne vais pas rentrer là-dessus, tout un certain nombre de droits sociaux à partir de la fin du 19e, mais au milieu, en 1838, il y a une loi très importante, qui est la loi sur l'asile, qui est la première articule à la fois une politique d'assistance et à la fois une politique civile de protection, c'est-à-dire qui à la fois dit on n'a pas à empiéter sur la liberté individuelle et on surveille l'État et la justice à surveiller qu'on n'empiète pas sur la liberté individuelle d'un côté, mais de l'autre, on a à apporter des soutiens, on a à apporter des aides aux personnes qui sont en difficulté, qui sont malades, et on a à mettre en œuvre une politique d'assistance. Donc il y a un premier moment fort d'articulation de la protection sociale, de la protection civile en 1838, qui va durer très longtemps et qui va expliquer notamment qu'on n'utilise pas les mesures civiles de protection pendant plus de 150 ans, alors que par contre, on a un recours très fort à l'asile. Je vais très très vite là-dessus, mais il me semble important d'évoquer également l'après-guerre et notamment tout le mouvement de contestation de l'asile et notamment de contestation de politiques de santé qui sont privatives, excessivement privatives de liberté individuelle, pour expliquer la réforme de 1968 qui vise d'un côté à dissocier la question de l'assistance et la question de l'empiètement aux libertés individuelles qui relèvent de la psychiatrie, et de l'autre, d'autres mesures de protection classiques, tutélaires, curatellaires, qu'on a envie un petit peu de développer, déjà en raison du vieillissement de la population, déjà en raison de différents déterminants sociaux. Alors, je vais rentrer directement dans les quelques hypothèses qu'on peut faire pour expliquer pourquoi, depuis 68, justement, il y a un succès très important de ces mesures de protection. Et j'aimerais souligner un autre petit point, que j'y reviendrai tout à l'heure, mais que ces mesures de protection ne protègent plus complètement la personne, dans le sens où elles ne concernent pas directement la question de l'hospitalisation, la question d'un certain nombre de soins, ou en tout cas, le droit ne prévoit pas à ce moment-là, n'explicite pas le lien entre les mesures civiles et les mesures qui concernent le soin dans les établissements de santé ou les établissements de personnes âgées. Donc, les déterminants qui expliquent le succès des mesures de protection depuis 40 ans. D'abord, le vieillissement de la population, mais face aux spécialistes qu'on a entendus tout à l'heure, ou des sociologues comme Vincent Karadec qui est là dans la salle, je vais pas revenir là-dessus. Le vieillissement de la population fait qu'on a besoin de plus en plus de protéger des personnes affaiblies, et donc, par exemple, toutes les personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas suffisant pour expliquer l'augmentation du nombre de mesures. On peut apporter au moins 3 autres explications. Une seconde, c'est de constater une nouvelle manière finalement de problématiser l'autonomie après un mouvement finalement où on conteste très fortement justement les interventions de l'État sur les personnes. Dans les sciences sociales, mais dans les politiques publiques, on voit apparaître de plus en plus un souci de l'autonomisation et de la préservation de l'autonomie qui, en contraste, implique des mesures graduées permettant de préserver au mieux cette autonomie, mais qui passe par des protections graduées. Hein. Troisième élément, celui peut-être de la remise en cause d'un certain nombre de savoirs, d'un certain nombre d'expertises. Alors on a parlé tout à l'heure du sida, ça a été évidemment un élément important, c'est-à-dire que de plus en plus les usagers, les personnes concernées ont leur mot à dire, et pas simplement les experts que sont les médecins, les juges ou d'autres professionnels, ont leur mot à dire, et donc on a à faire attention à la parole des personnes directement concernées. Et puis, dernier phénomène, bien sûr, j'ai envie de dire
spécialisation de différentes politiques publiques, alors de santé mentale, d'Alzheimer, du handicap, qui conduisent finalement à un certain éclatement des formes de prise en charge qui passe également par un souci, on va dire, de réarticulation dans la vie quotidienne des personnes. Et les mesures de protection, les mesures de tutelle apparaissent concrètement bien souvent comme une manière d'unifier des formes de prise en charge qui, par ailleurs, sont pensées de manière relativement éclatée dans l'action publique. Alors, dernier point, je suis peut-être allé cette fois un petit peu trop vite, mais pour dire les enjeux un petit peu de ces 10 dernières années et puis plus contemporains. Pour le dire, hein, on est toujours bien sûr dans une forme d'éclatement législatif et de spécialisation des politiques publiques entre les lois janvier-mars 2002 sur la protection des malades, des usagers, celle de 2005 sur le handicap, celle de 2005 sur les directives anticipées, celle de 2007 sur la protection des majeurs, celle de 2011 sur la protection des personnes hospitalisées en psychiatrie. On a 7 ou 8 lois qui transforment le droit avec très très peu d'articulation entre elles, donc un éclatement fort des politiques publiques et une spécialisation des prises en charge. La loi de 2007, qui m'intéresse ici plus spécifiquement, a d'un côté une ambition large, puisqu'elle concerne aussi bien des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer que des personnes ayant des difficultés psychiatriques, que des personnes ayant d'autres formes de handicap. Et surtout, elle se caractérise par la mise en avant de ce qu'on appelle de manière générique les contradulices, c'est-à-dire les manières d'anticiper, les manières de faire durer son consentement. On introduit dans le droit français, après les directives anticipées, dans le droit civil, on introduit les mesures... Les mandats futurs de protection qui permettent de prévoir à l'avance le type de protection qu'on souhaiterait avoir quand l'altération de nos facultés personnelles serait reconnue. Donc, premier point, une insistance sur comment faire durer nos capacités, quand bien même on est devenu de plus en plus vulnérable. Deuxième point, un souci spécifique pour la protection de la personne, avec un mandat réaffirmé qu'on ne peut pas protéger les biens d'un individu sans protéger sa personne. Et puis, troisième point, un petit peu étonnant, un souci de bien distinguer ce qui relèverait de l'action sociale et ce qui relèverait des mesures judiciaires et civiles, puisqu'on dit que les personnes... On distingue complètement les dispositifs qui viennent apporter des prestations sociales ou des formes d'accompagnement contractualisé d'un côté et les dispositifs qui apportent une protection civile de l'autre. Donc ça, ce sont les points importants de la réforme de 2007. Je vais, pour conclure, les discuter un tout petit peu, en tout cas les questionner en termes d'action publique. D'abord, peut-être sur les mandats de protection future et tout ce qu'on appelle les contrats d'Ulysse, une question bien sûr très importante, c'est celle de dans quelle mesure on peut prévoir à l'avance qu'on aura envie d'être contenu ou qu'on aura envie d'être enfermé ou attaché. Disons, la question de la liberté d'aller et venir, est-ce qu'elle peut être gérée par les contrats d'Ulysse ? Aujourd'hui, on le sait, dans les maisons de retraite, il n'y a pas de cadre législatif, il n'y a pas de cadre civil pour réguler tout un certain nombre de pratiques contraignantes, dans les maisons de retraite, mais pas seulement, dans les EHPAD, mais dans les hôpitaux ordinaires. Il y a une spécificité de la psychiatrie là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu à penser plus largement les formes de protection contre, ou en tout cas de garantie par rapport aux différentes formes de contraintes dans le soin, de les penser de manière un petit peu plus commune. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point porte bien sûr sur l'organisation, j'ai envie de dire, administrative et financière de cette protection. Depuis 40 ans, comme souvent, on en appelle à la solidarité familiale pour faire en sorte que la protection ne coûte pas trop cher. Pour autant, il y a un besoin de professionnalisation qui s'est déjà développé depuis une quarantaine d'années. Est-ce qu'on le socialise ? Est-ce qu'on le fait rentrer dans la protection sociale ? Ou est-ce que ça reste à la charge des personnes ? Est-ce que ça reste à la charge des familles ? Là, il y a des discussions qui sont peu développées aujourd'hui, alors que les questions se posent directement. Et puis, dernier point là-dessus,
Hein, quel type de professionnel on autorise? Quel type de professionnel? Alors, il y a une nouvelle profession avec les mandataires civils à la protection, les avocats, les notaires, tout un certain nombre de protections juridiques essayent d'intervenir de plus en plus dans ces formes de protection. On peut penser à d'autres formes de professionnels liées à la spécialisation dans le champ d'Alzheimer, mais également dans le champ du social. Qui est-ce qu'on mandate pour intervenir sur autrui? Avec quelle garantie? J'ai envie de dire, ces questions sont bien sûr posées par l'évolution importante du droit des capacités et des incapacités. Je vous remercie.